Ok, donc on va commencer ce programme, enfin, cette session. Alors avec le projet Ferré, donc le projet Ferré donc était plutôt sur la période qui se terminait en 2021, hein, donc non 2023 pardon. Et donc c'est Marcus qui va faire le bilan de ce projet, hein, qui était qui avait comme objectif d'essayer de croiser les approches justement de fonctionnalité écologique, à la fois sur le côté atterri, compartiment flore, compartiment sol, vasière, et aussi compartiment aquatique avec les communautés de poissons. Donc on laisse la parole à Marcus pour le bilan de ce projet. Merci beaucoup Estelle. Bonjour à toutes et à tous. Donc je suis Marcus et j'ai eu la chance de faire ma thèse et mon postdoc maintenant sur le projet Ferré. Donc pour commencer cette journée, je vous propose un petit retour en arrière avec un mémoire du Seine-Aval 6 et en particulier le projet Ferré. Donc derrière cet acronyme se cache un titre un petit peu plus long et un peu plus barbare. Comparaison du fonctionnement écologique de secteurs intertidaux contrastés pour la compréhension de leur connectivité et la restauration des fonctions écologiques estuariennes. Donc pour pouvoir répondre et apporter un petit peu d'éclaircissement sur chacun de ces mots-clés, ce projet a été déconstruit en 3 grands pôles. Le premier, c'est le pôle hydrologique, qui est assuré par les collègues du laboratoire M2C à Rouen. Le deuxième, c'est le volet physico-chimie, donc des sols, des sédiments et des eaux, distribués à travers les laboratoires Ecodiv, EcoBio à Rennes et M2C à Rouen. Et le dernier, c'est tout ce qui touche au vivant à travers le biotope, avec les arthropodes et les micro-organismes assurés par EcoBio à Rennes encore, les poissons par la cellule du suivi littoral normand, et puis la végétation par nous, le laboratoire Ecodiv. Et notre objet d'étude ici, ce sont les marais estuariens de la Seine, et plus particulièrement donc les secteurs intertidaux. Et le terrain de jeu, c'est celui-ci que tout le monde connaît maintenant, je pense, la réserve naturelle nationale de l'estuaire de la Seine, avec ces 2 gradients caractéristiques de la salinité parallèle au cours d'eau. Et marche pas bien? Ok. C'est mieux? Ok. Bonjour. Ok, ça marche. Et donc on reprend sur les gradients donc, de salinité qui sont bien parallèles au cours d'eau, l'inondation qui est perpendiculaire à ça, et cette particularité de la digue au niveau de la rive nord qui impose une forme de restriction tidale aux prairies. Et donc c'est le terrain de jeu idéal pour faire un comparatif entre un site connecté sur la rive sud et les sites plutôt déconnectés de la rive nord. Et donc nous avons retenu 4 grands secteurs d'études ici, et en commençant par l'amont, nous avons notre secteur qui répond au doux nom de la crique à Connard, qui sera notre site témoin connecté au régime hydrique et tidal de la Seine, et qui servira de témoin pour tout ce qu'on va pouvoir étudier sur la crique de la Vanne B, endiguée, la crique à Tignolles, plus en aval, endiguée aussi, et puis ça ajoute à ça la grande crique qui vient remplacer la crique à Connard pour l'étude des poissons. Et donc maintenant, je vous propose de passer en revue un petit peu les highlights de chaque équipe qui est intervenue dans le projet Ferré. Donc, d'un point de vue sédimentologie, hydrologie, par les collègues de M2C, il y a eu l'installation de 3 triplés de piézomètres au niveau de la rive sud, donc la crique à Connard, qui vont aller chercher les aquifères à 30 mètres, 20 mètres et à 6 mètres, et qui nous ont déjà permis d'acquérir un certain nombre de données que je vais passer juste après, et qui servent aujourd'hui de base pour plein d'autres projets, notamment Salina Quisen. Et donc, sur la rive sud ici, ce qui a pu être construit notamment, c'est la carte de conductivité électrique à travers une méthode d'électromagnétique basse fréquence qui a permis de mettre en évidence ce gradient de salinité perpendiculaire à la Seine. Donc, conductivité forte vers la Seine qui s'estompe en s'éloignant, avec ce double effet, donc inondation atténuée, mais aussi apport d'eau douce depuis les craies, depuis les falaises de craie. Et donc ça, ce sont des résultats qui complémentent bien les résultats du projet TID Hydrex, je le dis bien, ou Tide Hydrex, de 2012 du Seine-Aval 4. À l'aide des piézos, la pression dans les piézomètres a pu aussi mettre en évidence ce fort effet des marées sur le fonctionnement des aquifères, avec ici la hauteur d'eau représentée, on voit bien cette temporalité liée au marais, mais qui suit aussi donc, pour tout ce qui est pour la température notamment. Finalement, les survols de drones ont aussi permis
de suivre la dynamique sédimentaire avec l'établissement d'un MNT sur les sites, sur les secteurs d'études de Ferré, et d'établir aussi des cartes de sensibilité à l'inondation. Prochain highlight, c'est la végétation et les sols. Donc ça c'est ma thèse. Avec l'installation de 9 exclos grâce à l'aide de la maison de l'estuaire, où nous avons installé 3 exclos par secteur en suivant la toposéquence de chacun de ces secteurs pour nous permettre de retirer l'effet de la gestion agricole. À l'aide de ces exclos et à côté des exclos, en fait, nous avons pu acquérir des données donc, de description de sol, de stock de carbone dans les sols, l'activité biologique que nous avons suivie à travers les saisons pendant 3 ans. Nous avons effectué des inventaires de végétation et nous avons aussi suivi l'isotopie naturelle, donc le carbone 13 et l'azote 15, pour mettre en évidence une connectivité et d'éventuels flux de matière organique à travers tous les compartiments de la végétation, du sol et de l'eau. Et finalement, c'était aussi l'occasion de mettre en place un outil, enfin une expérimentation de transplantation réciproque, où des blocs de sol et de végétation ont été bougés le long des gradients d'inondation, et aussi entre les sites, donc le long du gradient de salinité. Ce qui en ressort pour les sols, c'est que nous avons sur la crique à Connard, notre site connecté, nous avons une séquence progressive donc, de sol qui va des réductisols vers les thalassosols poldérisés, donc un fonctionnement vraiment sous forme de gradient. Ce qui n'est pas le cas sur les sites de la Vanne B et de la crique à Tignolles, puisque nous avons des sols plutôt homogènes derrière la digue, malgré le fait qu'il s'agisse de 3 niveaux topographiques différents. Et c'est quelque chose qu'on ressent aussi au niveau des stocks de carbone, où nous avons des stocks de carbone très stables derrière la digue, mais croissants au niveau de la crique à Connard. En ce qui concerne la végétation, pas trop de surprises toujours, encore des gradients sur le site connecté, en bleu ici. Petite surprise pour la crique à Tignolles, où nous avons donc une végétation qui ne permet pas d'être reliée à un gradient d'inondation et de salinité aussi simplement, puisqu'il s'est avéré que des remontées d'eau douce depuis les aquifères de craie ont complètement atténué la contrainte saline et ont créé un site qui fait de la rétention d'eau douce quand les conditions sont bonnes. Et elles étaient bonnes en 2022 pour le coup. Sur la Vanne B, nous avons plutôt un autre gradient aussi, donc la richesse spécifique qui augmente lorsque la contrainte s'atténue, mais cette contrainte semble être atténuée de base par rapport à la crique à Connard connectée. Donc la digue semble atténuer la contrainte ici. Sur le diagramme de Venn, nous voyons aussi que nous avons une certaine spécificité des sites, avec nos criques à Tignolles et nos criques de la Vanne B, qui présentent des espèces qui sont bien inféodées en fait, à leur site. Ce qui n'est pas tout à fait le cas de la crique à Connard, avec ses contraintes environnementales plus fortes. Et donc, les résultats clés de la végétation. Ici, c'est plutôt donc la structuration des communautés qui est très fortement influencée par les gradients d'inondation et de salinité. L'expérience de transplantation des communautés nous a permis de mettre en évidence une réponse très très rapide à un changement de conditions. En l'espace de 2 ans, les communautés ont pu complètement s'adapter dans le sens de changer de composition en espèces à ces nouvelles contraintes. Et pour terminer, le volet isotopie dans la végétation, les sols et l'eau nous a permis de montrer que nous avons une exportation de la matière organique qui est produite dans les prairies à travers les sols vers le compartiment aquatique. Le prochain highlight, c'est la microbiologie des vasières, assurée par les collègues d'Ecobio à Rennes, qui ont fait une étude avec 2 approches. Une première avec des prélèvements in situ de l'eau surnageante et une deuxième avec des réacteurs à flux continu, dans le but d'évaluer les flux de carbone et d'azote, ce qui a pu permettre de mettre en évidence un fort effet de saisonnalité et aussi un effet de la connexion et de la déconnexion au régime hydrique. L'expérience en réacteur a aussi permis de montrer que le type de matière organique était très, très important pour la fonction du taux de la réduction de nitrate, qui est influencée en fait par la disponibilité du carbone dans la matière organique. Et finalement, c'est aussi la structure des communautés microbiennes qui est impactée par cette origine de la matière organique et sa nature. Et donc pour terminer, la conclusion de ce volet microbiologie, c'est que l'effet inondation est très très fort. L'inondation permanente augmente la réduction donc, des nitrates à travers un apport constant de matière organique,
alors que l'inondation intermittente, donc plutôt un effet marée, réduit cet effet-là. L'effet température, lui, se refait ressentir surtout en hiver, avec des basses températures qui limitent l'effet bénéfique de l'inondation permanente. Donc nous avons un petit peu un système à deux variables qui se compensent ou pas. Et donc la conclusion de ça, c'est que encourager l'inondation estivale, ça pourrait permettre d'améliorer des services écosystémiques, notamment la séquestration de carbone, la dégradation de la matière organique ou encore la réduction des nitrates. Le dernier volet ici, c'est celui des poissons, avec donc nos 3 secteurs et la crique à Connard qui est remplacée par la grande crique ou la grande filandre. Donc ces 3 secteurs échantillonnés ont permis d'estimer les richesses spécifiques des poissons, leur diversité fonctionnelle, la structure trophique à l'aide d'isotopie d'échantillons de muscles et des stratégies spatiales par microchimie des otolithes. Et donc, pour passer ça en revue, donc, il y a une forte structuration latérale de ces communautés-là. Autrement dit, le long de ce gradient marais, filandre, fleuve, on remarque que la richesse spécifique, elle est particulièrement forte au pôle. Dans le fleuve et dans le marais, c'est là qu'on rencontre le plus d'espèces de poissons, ce qui place les filandres un petit peu dans cette situation de habitat de transition, en fait, entre ces deux réservoirs de diversité. Ce qui est montré aussi par les métriques de diversité, qui montrent qu'on a effectivement un remplacement des espèces marines par les espèces dulcicoles ici. Sur le deuxième graphique, on voit aussi que nous avons une richesse fonctionnelle qui est plus faible vers les marais. Et ça, c'est relié au fait que les conditions environnementales des marais sont plus homogènes que les conditions qu'on peut rencontrer dans le fleuve. L'isotopie des muscles, donc la structure trophique des communautés de poissons, a pu mettre en évidence une forte diversité des sources de matière organique. Donc la taille ici de ces niches isotopiques sur le diagramme du delta 15C et du delta 13C montre justement ces apports de matière organique très, très diversifiés. Lorsqu'on compare les 3 secteurs de la grande filandre de Tignol et Van B, on voit aussi qu'il y a un fort effet secteur. Donc une grande différence dans la structuration de ces niches qui pourrait être liée à la connectivité donc, des marais et des filandres aux habitats adjacents. Et donc on rejoint encore une fois cette idée de connectivité entre les compartiments. Et donc justement, pour connecter tout ça un petit peu ensemble, donc il est évident que les services écosystémiques des marais estuariens sont nombreux à travers la production de matière organique, l'exportation de cette matière organique et les supports de biodiversité. Nous avons aussi le cyclage des nutriments qui est assuré à travers les compartiments terrestres et aquatiques et leur interface. Et ce que nous avons surtout montré dans le projet Ferré, c'est que l'endiguement, c'est un facteur déterminant de ces fonctions écologiques à travers la modulation des variables de l'inondation, de la salinité et une certaine perméabilité entre les compartiments qu'on a appelé connectivité ici. Et donc si on devait justement retracer un petit peu toutes les connexions que le projet Ferré a permis d'établir, eh ben, à commencer par les milieux aquatiques en tant que source de contraintes, mais aussi en tant qu'habitat, et à relier aux milieux terrestres qui interagissent entre eux, avec justement la végétation, le sol et les nappes. Le projet Ferré a pu relier justement l'origine des contraintes d'inondation et de salinité et de mesurer leur effet sur la végétation, sur les sols et aussi sur les nappes, et de montrer les flux de matière organique entre ces compartiments. Les activités humaines viennent s'ajouter par-dessus, avec l'utilisation des terres et la gestion agricole qui viennent modifier la végétation à travers la fauche, le pâturage, mais qui ont aussi un effet sur le sol à travers le piétinement et le tassement. On se limite ici aux variables que nous avons regardées de plus près dans le projet. Et donc à ça s'ajoute tout un effet saisonnalité avec les précipitations qui viennent arroser en fait tout ce système par le dessus, bien littéralement, avec la végétation, le sol et les nappes qui sont impactés, mais aussi le fleuve avec le débit et donc les niveaux d'inondation qui sont liés à ça. Et donc, pour revenir un petit peu à notre problématique de départ qui est celle de la connexion-déconnexion entre sites contrastés, eh bien notre endiguement vient se placer quelque part ici dans les activités humaines et vient jouer sur quasiment tous ces paramètres que nous avons mesurés ici. Sur l'inondation et la salinité, sur la connectivité à travers les mouvements de poissons et les mouvements d'eau,
mais aussi du coup sur l'effet de la fauche et du pâturage et des piétinements tassements sur la végétation et le sol. Qu'est-ce que ça veut dire du coup pour la suite? Dans un contexte de changement climatique, l'augmentation du niveau marin aura pour conséquence potentielle de rendre ces infrastructures comme les digues obsolètes, inadaptées, et pourrait donc plus ou moins subitement reconnecter les marais déconnectés au régime tidal, engendrant ainsi en fait une modification des processus écologiques ainsi que des services écosystémiques. Bon, ce sont des habitats qui sont susceptibles de bouger dans l'espace. Les variables qui changent dans le temps pourraient permettre aux marais estuariens de bouger dans l'espace si, 1, le budget sédimentaire le permet, et si, 2, la vitesse d'augmentation du niveau marin le permet aussi. On ait en fait suffisamment de sédiments et de matière qui soient apportés pour soutenir ce déplacement des marais dans l'espace. Le problème que nos marais risquent de rencontrer lors de leur migration, c'est de se heurter à des infrastructures qui vont piéger nos marais entre justement le front d'eau et les infrastructures humaines et créer un phénomène qu'on appelle la compression côtière. Tous ces effets-là du changement climatique, si on venait à les placer sur notre tas de spaghettis déjà établi, ils viendraient se placer quelque part ici dans les activités humaines et s'insérer à l'interface entre les compartiments et les activités. Et c'est complexe. Mais ce qui est intéressant à voir ici surtout, c'est cette jonction entre l'effet du changement climatique et aussi l'effet de la restriction tidale, donc de l'endiguement, puisque nous avons un petit peu cet effet qui vient jouer sur les mêmes variables, inondation, salinité, et la gestion et ses effets sur le compartiment terrestre. Ce qui pose la réflexion de est-ce que la restriction tidale, est-ce que l'endiguement ne pourrait pas être en fait un outil d'atténuation des effets du changement climatique? Et donc sur cette réflexion, je voudrais remercier toutes les personnes qui ont contribué au projet Ferré, y compris le GIP, et je vous remercie vous pour votre attention. Merci Marcus. Nous avons le temps pour une ou deux questions. Merci beaucoup pour cette belle présentation. Romain Tramotte du LESU. Je voudrais que tu reviennes sur ton graphe isotopique avec le delta 15 et le delta C13 où tu dis qu'on voit la séparation entre les différents secteurs, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi quand même pas mal de recoupements. Alors est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus, s'il te plaît? Je peux essayer, mais je vais partiellement te renvoyer vers les collègues qui ont effectivement travaillé sur l'ichtyofaune. Est-ce qu'on en a dans les parages, justement? Sylvain était là? Oui. Est-ce que tu pourrais apporter des éléments de réponse un peu plus clairs que ce que moi je pourrais faire, s'il te plaît? Pas forcément l'idée qu'on est dans des secteurs fortement différenciés entre le fleuve, les filandres et les marais. D'un point de vue strictement trophique, source trophique, il y a des différences, mais on ne peut pas dire que c'est complètement... pour moi, c'est un peu paradoxal de dire que c'est séparé, justement, parce que on est dans l'idée de dire que les choses sont connectées. Donc ces graphes-là sont à prendre un petit peu avec délicatesse, si je puis dire. C'est vrai qu'on a des sources terrestres d'alimentation, mais pas que. Et dans un contexte de changement climatique, il est de fait que si on cloisonne de plus en plus, par contre, on aura tendance à privilégier soit une source, soit l'autre. Et en l'occurrence, si on cloisonne, toute la partie terrestre disparaîtrait des sources trophiques. Or, pour certains juvéniles, cette source d'alimentation peut être très importante à certains stades de développement. Parfois, ça ne dure pas longtemps, mais ce stade est nécessaire
l'habitat en question peut être indispensable pour justement passer d'un stade de développement à l'autre. Voilà. Donc c'est assez compliqué de résumer les choses et je comprends la tâche très difficile que tu as eue, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que finalement, le fait qu'on ait une connexion latérale permet, d'un point de vue trophique, un meilleur déroulement, je pense, dans la succession des stades de vie des espèces qui dépendent des estuaires. Si on n'avait que du milieu subtidal et un fleuve uniquement, je pense qu'il y a certains juvéniles qui auraient beaucoup plus de mal à se développer qu'avec l'existence de filandres latérales, par exemple. Voilà. Merci beaucoup, Sylvain. J'espère que j'ai été clair. Non, c'était juste pour compléter, effectivement, et on va essayer d'aller un peu plus loin pour replacer justement la dynamique de la matière organique et des zones de prélèvement de matière organique en signature isotopique par rapport justement au régime alimentaire, oui, des poissons, et au marquage des otolithes. Donc ça, c'est ce qui est prévu dans les quelques semaines, mois qui restent là sur le postdoc. Est-ce que vous avez pensé à regarder la distribution d'espèces, par exemple de crustacés dans les milieux les plus déconnectés, les petites mares d'eau douce des adultes qui vont faire leur vie dans les milieux plutôt eau douce et qui vont exporter leurs larves vers le milieu salé avant qu'ils remontent dans ces mares d'eau douce pour voir un peu justement ce côté connectivité en fonction des secteurs? Non, les crustacés n'ont pas du tout été abordés dans le projet Ferré, à moins que je me trompe. Ou d'autres espèces qui ont des cycles de vie similaires avec des exports de larves qui remontent après. Non, les mares étaient pas présents dans le projet. Pour le coup, on était vraiment sur ce système et la connexion marée, filandre, fleuve. Une prochaine fois peut-être. Bon, j'ai une petite question. Et merci Marius, merci Estelle pour les commentaires. Justement, j'ai une question par rapport aux commentaires d'Estelle sur la dynamique de la matière organique. Vous avez utilisé donc des marqueurs isotopiques. Mais est-ce que vous avez fait ou idée de faire le proxy sur le dissous dans cette dynamique de matière organique, notamment dans les sols, sur le carbone organique dissous, peut-être ça pourrait apporter des informations. Alors pour le coup, on était surtout focusé sur le particulaire, puisque nous avons filtré l'eau et donc la matière organique particulière. Ce n'était pas prévu, en tout cas plus dans ce projet-là, puisqu'il est terminé. Mais oui, c'est une piste à explorer pour la suite, en tout cas. Le carbone dissous, ça reste une question un peu ouverte. C'était une des perspectives, effectivement, d'aller un petit peu plus loin sur le dissous. Mais effectivement, comme disait Marcus, on est arrivé en fait avec une grosse sabot de terrestres, nous, et on a pris la végétation, aérien, racinaire, le sol à proximité de la rhizosphère, un petit peu plus loin, la vasière. On a été prendre un peu d'eau, on a filtré l'eau, on a juste travaillé sur le particulaire, mais effectivement, il resterait un compartiment et on n'avait pas je crois qu'on n'avait pas la capacité en fait à le faire. Mais on viendra vers toi, Valérie. Bon, moi je reviens, donc vous avez répondu rien sur les crustacés, mais rien non plus sur les insectes ou la microfaune du sol. Si, sur les insectes. Désolé, j'ai dû Bon, synthétiser un petit peu. C'est- Enfin, les insectes, c'était surtout les carabes et les arthropodes, notamment les araignées, qui ont été étudiés par les collègues d'EcoBioRen. Et il y avait un fort pouvoir de bioindication sur la contrainte de salinité, notamment, et une très forte association aussi à la végétation, qu'on avait constatée notamment pour les araignées. Insectes et plantes, bon, enfin, Ça va main dans la c'est main. un couple. Merci Marcus. Ok, merci Marcus.